Bonjour à tous et bienvenue à mon top 25 des meilleurs films de 2015, ou re-bienvenue si vous venez du top 25 des pires films. Je vais être honnête avec vous, moi 2015 j'ai trouvé que c'était une année bien moyenne en cinéma, même poche. Mais il y a quand même 25 films qui ont retenu mon attention plus que d'autres. Mais c'est pas vraiment dans les meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Donc même s'il y en a 25, prenez en considération que c'est des films que je recommande cette année, mais qui sont pas nécessairement les plus grands films ever made. Je perdrai pas plus de temps et je commence avec mon numéro 25, In the Heart of the Sea. On commence avec un film qui n'a pas vraiment fait l'unanimité. In the Heart of the Sea est rempli de défauts, je vais vous l'avouer. Il y a des effets spéciaux ratés, puis il y a beaucoup trop de personnages, mais c'est vraiment les autres aspects du film qui sont intéressants. Le style visuel est vraiment écœurant, surtout venant de Ron Howard qui nous a habitués à quelque chose de plus simpliste d'habitude. Là, il a vraiment fait quelque chose d'assez incroyable, de vrai, mais qui en même temps est un peu gothique, romantique un peu, puis nice shot pour les Dutch angles que personne n'a utilisé depuis des années parce que Battlefield Earth a ruiné ça pour tout le monde. Puis Ron Howard est peut-être un des premiers à bien réutiliser les Dutch angles comme dans le bon vieux temps. On rajoute à ça une des meilleures bandes sonores de l'année qui sonne comme un mélange d'horreur et d'époque, de pirates. C'est incroyable. Ça fait un sentiment d'inconfort et de nostalgie en même temps. Puis évidemment, c'est l'histoire qui a inspiré Moby Dick. Donc c'est toujours intéressant à écouter. Numéro 24, Dude Bro Party Massacre 3. Si vous êtes fan du groupe 5 Second Films, vous pourrez pas être déçu. C'est basé sur un de leurs vidéos les plus random, mais ils nous montrent qu'ils ont été capables de faire 90 minutes avec. Ça dure 5 secondes à la base, un pitch de 5 secondes traduit en 90 minutes, puis ça marche. Si vous connaissez pas déjà leur style, il y a des bonnes chances que leur humour vous atteigne pas vraiment. Mais si vous êtes des habitués de 5 Second Films ou si vous voulez les découvrir, allez-y. Et si vous trouvez ça vraiment hilarant, Dude Bro Party Massacre 3 est une version de 90 minutes de chacun de ces courts-métrages. Numéro 23, Trainwreck. Amy Schumer, c'est ma Louis C.K. féminine. Puis là, elle va avec un de mes réalisateurs préférés, Judd Apatow. Pis ça nous fait une espèce de conte de fées moderne qui bouscule les tendances populaires de la jeunesse. Mon Dieu, c'était beaucoup de gros mots, ça. Profitez-en pour voir le film pendant que c'est encore d'actualité, parce que c'est le genre de film qu'on va malheureusement peut-être oublier d'ici 5 ans, étant donné que la jeunesse, tu sais. Oh oui, puis il y a John Cena dans le film. Voyez-vous comment c'était facile de pas faire de joke avec ça? Continuez donc de même. Numéro 22, Kumiko the Treasure Hunter. De nos jours, c'est vraiment rare des concepts aussi originaux que celui de Kumiko the Treasure Hunter. C'est une japonaise qui découvre une VHS cachée de Fargo et qui pense que c'est une carte au trésor pour aller chercher l'argent qui a été enterré comme dans le film. Et donc, elle essaye vraiment d'aller à Fargo avec très peu de moyens. À travers ses propres démons, et elle essaie de se trouver un but dans la vie en allant chercher quelque chose qui n'existe que dans un film. C'est tellement beau comme film. C'est comme une espèce de petite couverture genre dans un chalet genre proche du feu avec des guimauves. C'est le fun, c'est tout le fun. Même si bon, ça finit plus comme si c'était à Auschwitz là, mais vous avez compris mon point, je pense. Numéro 21, Concussion. Contrairement à ce que la prémisse peut faire croire, c'est pas un film de sport. C'est Will Smith qui interprète un brillant coroner qui immigre aux États-Unis, qui découvre le lien entre les commotions cérébrales et les maladies mentales chez les joueurs de football, et qui, avec cette découverte-là, essaie de se faire considérer comme un véritable Américain. Et il se fait ramasser parce qu'évidemment le football est quelque chose d'énorme, mais le fait qu'il a traversé ces obstacles-là, le fait qu'il a passé à travers et que maintenant on le reconnaît pour son travail, je pense que ça fait de lui un vrai American Hero. Et c'est très bien transcendé dans ce film-là. Quoique j'aurais vu Bennett Miller le réaliser, mais ça c'est juste une préférence personnelle. Numéro 20, Tales of Halloween. Depuis Trick or Treat en 2007, là, il n'y a pas eu grande anthologie d'horreur qui était vraiment écœurante, peut-être à part VHS 2. Et là arrive Tales of Halloween. Comme toutes les anthologies, il y a ses hauts et ses bas, mais celle-là a beaucoup plus de hauts que de bas. Le plus intéressant, c'est vraiment qu'on va chercher pratiquement tous les styles d'horreur dans cette anthologie-là. Au lieu de se sticker à un qui soit le gore ou le found footage ou quelque chose, on va vraiment tout chercher. On a de l'horreur psychologique, on a de la comédie d'horreur, on a du gore, on a du body horror, on a de l'horreur expérimentale, de l'horreur pour enfants. C'est infini ce qu'il y a comme contenu dans ce film-là. Si vous êtes moindrement fan d'horreur, c'est clair que vous allez trouver de quoi aimer dans cette anthologie-là. Si vous n'êtes pas fan d'horreur, essayez quand même de donner une chance. Il y a peut-être un ou deux courts-métrages qui vont vous faire triper. Numéro 19, Trumbo. Ok, celui-là je vais vous le donner, je suis un peu biaisé. C'est un film sur le cinéma, sur mon domaine, sur le domaine dans lequel je suis passionné, donc évidemment qu'il est venu me chercher plus que la moyenne. Que j'en entende pas un Chris dire qu'il a aimé Whiplash parce qu'il était drummer, ok? Ça au moins, on espère. C'est vraiment juste fait pour les tripeux d'histoire du cinéma, étant donné qu'on couvre vraiment pas grand chose d'autre. On aborde quand même des sujets de politique et de moralité, mais vraiment doucement comparé plutôt au fait qu'on présente juste des faits
dans les studios de cinéma, etc. On va pas aller nécessairement chercher le milieu historique, politique, etc. On va vraiment juste montrer les faits qui sont arrivés live là. Le meilleur de ce film-là, c'est vraiment que le réalisateur et le casting ont réussi à faire vraiment pratiquement revivre cette époque-là. On y croit plus que jamais. Je pensais que j'allais sortir puis voir une Berlin 1742 ou peu importe l'année que ça se passe. Vous pourriez dire que c'est un film qui laisse des détails de côté, mais c'est quand même un film qui va vous amener une petite étincelle pour aller voir plus loin dans les détails de la liste noire d'Hollywood. Numéro 18, The Peanuts Movie. Là, venant d'un gars qui aime même pas Charlie Brown à la base, là, vous allez devoir me faire confiance là-dessus. Ce qui fonctionne particulièrement avec Peanuts Movie, c'est sa simplicité. C'est rare que c'est ça qui marche, mais dans ce cas-ci, c'est exactement ça. On reprend les plus grands classiques de la bande dessinée, on les met un peu bout à bout pour faire un long métrage, mais ça n'a pas l'air d'un film à sketch non plus, ils sont très bien reliés. Il n'y a pas de sous-thème, il n'y a pas de cliché, mais il y a non plus pas vraiment grand-chose de nouveau. Ça fait juste comme un sentiment de nostalgie puis de familiarité, genre comme par magie. En fait, pas mal le mot qui décrit ce film-là, c'est de la magie, parce que j'ai jamais aimé Charlie Brown de ma vie, à part pour ce film-là. Numéro 17, Ricky and the Flash. C'est pas le film avec le plus d'action cette année, là. C'est sûr que ça va en gosser une coupe. Mais si vous êtes capable d'écouter un film qui a des dialogues réalistes, qui viennent vous chercher en dedans, et qui sont capables d'aller chercher un sentiment de familiarité puis de nostalgie que vous pouvez vivre avec votre famille, vous allez avoir le sourire aux lèvres tout le long. Vous allez être crampé parce que vous allez vous reconnaître dans n'importe quel membre de la famille. Vous allez broyer parce que c'est beau, et ben c'est décrit par Diablo Cody qui a fait Juno et qui s'était un peu écarté de son côté dramatique depuis Juno. Justement, elle a fait Jennifer's Body et Young Adult qui était plus une comédie qu'un drame, mais cette fois-ci elle revient vraiment à la base du drame comique, un peu une tragédie comique qui est vraiment excellente. Si vous êtes proche de votre famille, c'est clair que vous allez finir en petite boule à terre à mourir. Numéro 16, The Man from Uncle. Bon, là si vous en voulez de l'action, il y en a en désespoir. Bizarrement, là, The Man from Uncle, c'est le plus proche qu'on a d'un film de James Bond cette année. Puis il y a Spectre qui est sorti, là. C'est peut-être le style comique de Guy Ritchie qui ramène une espèce de petit feeling de nostalgie du temps que les films d'action avaient des one-liners, des punchlines, un peu comme dans les années 80-90 à la Die Hard 3. Il y a absolument pas de prétention, on se prend pas au sérieux, mais on fait quand même quelque chose de super divertissant avec de l'action extrêmement originale. Puis ben, c'est super bien joué, ce qui est bizarre venant d'Henry Cavill. C'est vraiment pour tout le monde parce que mon oncle et ma tante vont triper sur le petit côté que c'est un funny movie. Puis ben les cinéphiles vont triper juste pour le fait qu'il y a plein de références, puis c'est juste beau à regarder, puis c'est le fun. C'est du plaisir pur. Numéro 15, Black Mass. Bon, dans le style film de gangster, on commence à avoir fait le tour, là. Fait que pour une fois, c'était le fun de voir un psychopathe qui est pas nécessairement méchant, qui est pas non plus comme le gars qui a fait la pire chose au monde, même si c'était un des gars les plus recherchés du FBI. C'est beaucoup plus poussé sur la manipulation de plusieurs personnes au lieu de juste le parrain qui dirige tout le monde, ou ben les mafiosos qui s'entretuent parce que l'autre a tué l'autre, puis l'autre a pissé sur le char de l'autre, ou whatever, là, tu sais. En fait, c'est presque de la politique mélangée à de la mafia, quoi qu'habituellement ça vient ensemble. C'est visuellement un des meilleurs films de l'année. Les jeux d'acteurs, écoutez, c'est Johnny Depp. Of course, il est revenu, il est sorti de ses cendres depuis Tusk, depuis qu'il a fait Guy Lapointe. Il fait maintenant un gars complètement malade que j'ai jamais reconnu Johnny Depp dans ce film-là. Déjà que le maquillage était écœurant. J'ai jamais reconnu Johnny Depp juste parce que c'est pas le genre de rôle qu'il fait d'habitude, c'est pas le genre de performance qu'il livre d'habitude. Puis Dakota Johnson, la fille de 50 Shades of Grey. Je comprends pas, elle est fucking bonne cette actrice-là. C'est plate que ça soit ramassé dans 50 Shades of Grey. J'espère que ça va rien faire à sa carrière parce qu'elle est vraiment bonne. Numéro 14, Terminator Genesis. He's back. Après le troisième puis quatrième film qui était franchement... C'est incroyable que tout ce qu'on a essayé de faire, c'est repartir à zéro. Revenir au premier film puis dire... Mais si c'était pas ça qui était arrivé, mettons que ce serait ça. Donc, évidemment, dans un film où il y a du voyage dans le temps, c'est tout à fait possible à faire. Et c'est pas tiré par les cheveux du tout. C'est très bien expliqué comment il arrive à revenir au tout début, où est-ce qu'il veut venir protéger Sarah Connor. Mais au lieu de ça, on change les rôles, où est-ce que finalement, le Terminator a été envoyé avant Kyle Reese pour protéger Sarah Connor. Et donc, là, il y a une toute nouvelle histoire qui se crée. Donc, Kyle Reese arrive après le Terminator, le T-800 gentil de Terminator 2. Donc, à quelque part, on vient de créer un tout nouvel univers de Terminator,
tout en gardant l'ancien. Je pense que c'est difficile de faire mieux pour les fans, leur offrir quelque chose de nouveau tout en gardant l'ancien. Puis pour Terminator, je pouvais pas faire mieux parce que après le 3 puis le 4, on avait l'impression qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire avec cette franchise-là. Boum, on nous amène de quoi de vraiment incroyable. Puis si vous êtes fan de la série Terminator, je vous le conseille. Sinon, essayez d'écouter 1, 2, 5 à la place de faire 1, 2, 3, 4, 5. Skippez le 3 puis le 4, vous allez rien manquer, mais pas tout. Numéro 13, Steve Jobs. Ouais, je sais, c'est un film d'Aaron Sorkin, ils se ressemblent tous, c'est deux personnes qui parlent dans un couloir comme ça, puis c'est ça. C'est dur quand tu as un scénario d'Aaron Sorkin de faire une réalisation qui est originale. Pis c'est là qu'arrive Danny Boyle. Danny Boyle qui est pas un gars avec un grand style qu'on peut reconnaître facilement, mais c'est un gars qui est capable de faire un spectacle avec un film. Même si c'est pas grand chose, on se rappelle de 127 heures ou Slumdog Millionaire, c'est pas des films avec des grands scénarios incroyables et épiques, mais il arrive à faire un spectacle incroyable, puis il arrive encore à faire ça avec Steve Jobs. Le scénario est loin d'être la réalité, on s'entend, c'est extrêmement fictif. Mais les dialogues se restent quand même extrêmement intéressants, puis on essaye juste vraiment de booster comme à peu près 20 ans de contenu en 1h30. Donc c'est sûr que les dialogues sont un peu rushés, que les réactions sont peut-être un peu exagérées des fois, mais c'est tout le temps pour dire on fait ça en 1h30, ben 2 heures, on fait ça en 2 heures, 20 ans d'expérience, 20 ans de conférences, puis de comment est-ce que Steve Jobs agissait avec ses comparses. Le film finit comme un feu d'artifice où est-ce que tout éclate et c'est magnifique. C'est un des plus beaux films et un des films les plus intéressants. Les acteurs, j'ai-tu besoin de dire, c'est Kate Winslet, Michael Fassbender, Jeff Daniels, même Seth Rogen qui joue Wozniak. Wow! C'est bizarrement pas le même Seth Rogen qu'on a déjà vu 1 million de fois qui fait Numéro 12, Mr. Holmes. Et si je vous disais que Sherlock Holmes avait vraiment existé puis que là il était rendu vraiment vieux? Genre pas aujourd'hui là, mais fucking suivez un peu. C'est sûr qu'il serait pas du tout comme on l'imagine, mais sûrement pas trop loin de l'image qu'on se fait de lui non plus. C'est vraiment une version humaine de Sherlock Holmes, plus que ce qu'on a vu auparavant avec, mettons, Robert Downey Jr. ou juste les films faits pour la télévision ou les films des années 20. Holmes ici, il y a une espèce de calme et de sang-froid qui est juste normal pour un homme de son âge, qui en a vécu énormément, mais qui n'est pas non plus un trouble-fête ou un sarcastique, un cynique. Le mieux qu'on a pu faire dans ce film-là, c'est donner à Sherlock Holmes des défauts, qui sont crédibles, qui sont pas trop forcés. C'est rare qu'on donne des défauts à Sherlock Holmes. On va, mettons, y en donner dans les films de Guy Ritchie, mais des défauts. Là. Et ça, c'est son histoire maintenant qui est vieux, puis remplie de regrets de pas avoir vécu une vie pleine et d'avoir été un détective toute sa vie qui voyait tout par la logique et qui était jamais capable d'écouter son cœur. Ça va vous donner le goût de bien vieillir. Numéro 11, Detective Heart of America, la surprise de l'année. Si vous savez pas c'est quoi Detective Heart of America, c'est une vidéo vraiment stupide sur YouTube de gars qui s'appelle Jason Steele ou ben Film Cow, son channel. Et c'est pas mal juste un gars qui joue avec des bibelots pis qui se fait une histoire qui fait absolument aucun sens mais qui en fait en même temps. C'est complètement random, mais dans sa randomness, il y a beaucoup de logique, il y a énormément de contenu. Puis là, je parle pas de la vidéo YouTube, je parle du film, évidemment. Parce qu'on garde le même style, donc c'est juste un gars qui promène son bibelot d'aigle avec plein d'autres bibelots imbéciles, des objets communs qui ont pas rapport, mais qui sont des personnages ici. Vous allez... C'est un film qui dure quelque chose comme 1h20, 1h18 peut-être même. Et pourtant, il y a du contenu pour en passer des heures et des heures à re-regarder, voir ce que t'as manqué comme détail. C'est tellement drôle, faut vraiment avoir une espèce d'humour snob pour pas être crampé à au moins la moitié du film. Il y a peut-être des jokes que ça vaut, mais la plupart du temps vous allez être crampé juste parce que c'est du slapstick, c'est du random, mais du bon random. Puis si vous avez pas vu les deux courts-métrages avant, je vous le conseille énormément, étant donné que 1 c'est une suite directe, puis 2, ben ça va vous donner une bonne idée si vous allez vouloir écouter 90 minutes ou à peu près de ça. Oh, puis en passant, le film il est gratuit sur YouTube, fait que vous pouvez aller l'écouter anytime, genre là. On arrive dans le Big Ten. Numéro 10, Chappie. C'est un conte pour toute la famille. C'est le Pinocchio moderne le plus réussi à ce jour. Étant donné que le film est sorti au tout début de l'année, il est souvent oublié dans les tops ces temps-ci. Mais faut pas oublier que on a tous adoré Chappie, on est tous tombés en amour avec Chappie au début de l'année. Bon, c'est sûr que c'est pas un film qui est nécessairement pour toute la famille, étant donné que c'est pas tout à fait Disney, là, t'sais. Ça reste quand même que ça représente la pauvreté dans l'Afrique du Sud et donc le crime qui y règne. Mais c'est pas non plus quelque chose de trop violent. C'est pas quelque chose où est-ce que vos enfants pourront pas regarder ça, mettons. Ce qui va peut-être vous déranger, c'est le fait que vos enfants vont revoir The N-Word pour la première fois.
c'est pas nécessairement la meilleure influence. Mais Yolandi Visser, soit ma maman, quelque chose, c'est wow, une performance tellement incroyable. Yolandi Visser, qui est une rappeuse gangster, qui là tout d'un coup devient une espèce de mère parfaite pour un robot qui se cherche juste quelqu'un à aimer. C'est impossible de pas tomber en amour avec Chappie. Vous allez triper sur lui, il y en a pour tout le monde dans ce film-là. Numéro 9, The Danish Girl. C'est difficile de faire une bonne histoire d'amour en 2015. Mais c'est en changeant un aspect vraiment intense que The Danish Girl arrive à faire une magnifique histoire réelle qui vient rejoindre bien plus notre génération en ce moment que la génération du temps. C'est quelque chose qui est extrêmement en avance sur son temps. Et là, je parle pas du film, le film est sorti cette année. Hein. Mais l'histoire en tant que telle représente parfaitement des problèmes moraux qu'on a ces temps-ci, mais qui pourtant arrivaient dans ces années-là. Là, je dis ces années-là parce que j'ai aucune curiosité. Puis c'est le fun de voir un film sur la transsexualité, l'homosexualité, la définition des genres, qui est pas rempli de morale, de sermons, ou qui est pas non plus rempli de bully typique homophobe ou whatever. Pratiquement personne dans The Danish Girl est homophobe, donc ça laisse tellement plus de place à un développement qui est beau, qui est réel, qu'on peut voir pratiquement la transformation avant même qu'il y ait une opération se faire. Puis Eddie Redmayne, si j'avais pas su que t'étais Eddie Redmayne, probablement que me serais touché le pipi un petit peu en te regardant. Je l'ai pas fait. C'est un film qui va bien plus chercher l'expérience personnelle plutôt que la réaction de la société. Alors ça va venir nous chercher encore plus. On sera pas fâché après la société après ça. On va être content de ce que ce personnage-là a vécu. Numéro 8, Anomalisa. Je viens de dire que c'est difficile d'écrire une histoire d'amour en 2015, mais celle-là encore plus de le faire d'une manière à 100% réaliste en animation. Ce film-là a absolument aucune raison d'être un film d'animation. C'est pas une grande aventure, ça se passe dans une chambre d'hôtel tout le long ou presque. C'est avec des humains qui sont des humains normaux, mais le fait que ce soit maintenant d'animation, veut pas, le visuel va attirer l'attention et t'as pas le choix de te concentrer sur ce que les personnages vivent d'une manière que tu n'aurais jamais faite si ça avait été en vrai. C'est vraiment pas pour les enfants, encore moins pour les adolescents, ça risque de les brusquer un petit peu. C'est carrément un film d'animation pour adultes qui n'est pas nécessairement de la pornographie. Quoique, il y a une scène assez intense pour un film d'animation. Team America a rien contre ça. Puis malgré que le personnage principal vit une maladie que très peu de gens peuvent concevoir que quelqu'un peut vivre ça, c'est décrit visuellement d'une manière vraiment parfaite. Et donc, on peut vivre avec lui cette maladie-là et se sentir mal pour lui, même s'il fait des erreurs. C'est comme une version animée d'American Beauty, mais pas aussi vulgaire qu'American Beauty. Numéro 7, Inside Out. Je l'ai pratiquement mis à ex-aequo pour meilleur film d'animation cette année. Parce que j'aurais pu faire pratiquement 2 fois la même critique. Sauf que, contrairement à Anomalisa, Inside Out va rejoindre un plus grand public. En fait, tout public. Que tu sois jeune, vieux, semi-vieux, semi-jeune, ça va chercher tout le monde. Si c'est pas de la nostalgie que ça vient chercher qu'on a tous vécu ou à peu près une situation dans le même genre que les personnages, je parle des personnages humains, les personnages vivent, puis que c'est plus plaisant de s'imaginer des petits personnages qui vivent dans nos têtes plutôt que juste de dire que la vie suce, c'est sûr que c'est le fun. Puis en plus, pour les jeunes qui vivent exactement ça en ce moment, c'est quelque chose qui va les ramener sur Terre d'une manière imaginative, ce qui est bizarre à dire. C'est pas mal le meilleur film pour enfants, pour toute la famille, que j'ai vu depuis très longtemps. Malgré ben des défauts dans le scénario qui peuvent être qu'on peut oublier facilement en se rendant compte que c'est des émotions pures. Presque littéralement. Numéro 6, Unfriended. Oh que ça fera pas l'unanimité ça, hein? La raison de pourquoi je le place si haut dans mon top, c'est surtout parce que c'est un bijou de travail de montage et de travail technique. Ce que vous voyez dans le film, là, ça n'a pas été fait au montage. C'est en train d'arriver live. Les acteurs ont tourné tout ça live. Il y a quelques petits moments où est-ce qu'il y a des coupures et c'est normal, mais encore, c'est flawless. Le fait qu'on peut croire que c'est ton ordi que tu vois en ce moment en train de go crazy avec des webcams qui apparaissent, c'est extrêmement réaliste. Puis les personnages se sentent rapidement coincés, tout comme toi d'ailleurs. Tu te sens vraiment que tu fais partie de ce jeu-là macabre. C'est un excellent petit whodunit avec un suspense qui est quasi insupportable par moment. Vous allez vous manger les doigts par moment pour savoir... Peux-tu savoir ce qui va se passer là? Puis le jeu des acteurs pour un film d'horreur found footage. Wow! Je les ai pas nominés cette année, aucun d'entre eux, parce qu'il y en a eu énormément de meilleurs. Mais c'est très fort pour du found footage. Je vous conseille de l'écouter sur un laptop, dans le noir, avec des bons écouteurs.
comme n'importe quel fan footage en passant, juste que vous le sachiez que ça s'écoute de même, ce genre de film-là. Pas au cinéma, pas avec tes amis, genre avec 3 ou 4 personnes, c'est différent. Pourquoi ça va scraper l'expérience, cette petite cave? Numéro 5, Star Wars The Force Awakens. Je me serais bien fait battre si je l'avais pas mis dans mon top 25. Quoique je le fais pas nécessairement pour les fans, je l'ai adoré ce film-là autant que vous autres, faites-vous en pas. Je pense pas que je peux dire grand-chose, non seulement pour pas révéler de spoilers, mais parce que je pense qu'on est tous pas mal d'accord que c'est une réussite de A à Z. Que ce soit la direction photo qui rappelle un peu comme les vieux films des années 80 rétro, ou plutôt la nouveauté, les nouveaux personnages qui sont classiques dès la première seconde qu'on les voit, particulièrement Kylo Ren pis Rey. Film, vous avouez que vous serez pas fou là, mais Kylo Ren pis Rey, holy shit! Considérant les chiffres qui rentrent, ça m'étonnerait que vous l'ayez pas encore vu, mais si c'est pas le cas, allez le voir tout de suite. Parce que vous allez manquer de quoi historiquement parlant. C'est le début d'une nouvelle trilogie qui va changer encore une fois la science-fiction. Numéro 4, Cooties. C'est comme un peu prendre de Faculty puis le virer à l'envers. En fait, c'est pratiquement ça parce que là-dedans, c'est Elijah Wood qui est un professeur contre les monstres. C'est un film avec un ton d'humour qu'on voit vraiment pas souvent, pratiquement juste dans des sketchs de Saturday Night Live ou quelque chose du style. Et le film n'est pas sketchy du tout. C'est rempli de références, mais vraiment délicieuses pour n'importe qui a une culture populaire avancée. Juste d'y penser, j'ai un sourire d'en face parce que je crampe à me rappeler des jokes. C'est pas arrivé depuis pas mal longtemps, pas mal depuis 22 Jump Street l'année passée. Et ce qui est vraiment le plus amazing de Cooties, c'est comment c'est une comédie d'horreur et c'est horreur. Pas une comédie d'horreur, ah c'est drôle parce que sa tête a explosé. Non, non, il y a de l'horreur. C'est épeurant par bout. Vous allez être sur votre divan dans votre couvercle comme... Puis après ça, vous allez être crampé. Puis du vrai horreur, là, pas de l'horreur des années 2000, là, bitch please. Pour tous les grands fans d'horreur, c'est un obligatoire. Mais pas autant que mon numéro 3, It Follows. Définitivement un des meilleurs films d'horreur des années 2010 et pratiquement des années 2000 rendu là. C'est le genre de film qui te donnera pas la peur de ta vie sur le coup. C'est une expérience que tu vas vivre puis qu'après ça, ça va te suivre. Quand tu vas t'y attendre le moins, tu vas être tout seul puis tu vas te surprendre à repenser à ce film-là. Tu vas te surprendre à repenser à ce qui arrive au personnage. Et tu vas, malgré tout, commencer à paranoïer toi aussi. Tu vas te mettre à regarder derrière toi rapidement. Tu vas regarder des gens qui s'en viennent vers toi, tu les verras pas de la même manière. Puis c'est encore pire si t'écoutes la soundtrack en marchant, je te le dis tout de suite. Il y a des gens qui ont regardé le film que je connais, qui ont fait des cauchemars après ça, puis qui ont pas fait des cauchemars depuis des années. Donc évidemment que là, je vous le hype, puis vous allez probablement vous attendre à voir le film le plus épeurant de votre vie. Mais c'est un excellent film aussi, c'est pas juste un film épeurant. C'est pas un film qui fait le saut, c'est un film avec une ambiance. Une ambiance qui va rester collé à la peau pendant des jours, voire des semaines et des mois. Ce film-là va bien vieillir comme un bon vin, là, puis après ça, on va être tout là comme un petit hipster, là, puis on va triper sur It Follows tout seul de hihihi. Numéro 2, Avengers Age of Ultron. Ouais, je sais, c'est difficile de switcher là, de It Follows parce que je casse ça un classique de l'horreur à un film de super-héros. C'est toujours difficile de faire un bon scénario quand celui-ci est basé sur des effets spéciaux pratiquement. Mais c'est Joss Whedon. Fait que pratiquement comme tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est tellement drôle et plaisant à regarder pour n'importe qui. Alors je comprends pas qu'on blaste ce film-là. C'est pas juste fait pour les méga nerds de comic book, c'est fait pour tout le monde. Bon, tout le monde qui a vu les autres films avant, parce que ça... Tching. Mais c'est un excellent prologue à Civil War, une excellente suite à Avengers, que j'avais pas tant trippé que ça. Celui-là, wow! Ce serait étonnant qu'il n'y ait pas meilleurs effets spéciaux, mais Star Wars est dans la course aussi, donc ça risque d'être un tight un petit peu. Avengers Age of Ultron est un peu comme quand on avait du fun quand on était petit puis qu'on jouait avec nos bonhommes dans le parking du voisin. C'est le fun à ce point-là comme film. Et mon numéro 1, le meilleur film de l'année, The Hateful Eight. Tarantino est un maître de la parodie. Puis il parodie rarement un genre ou un film en particulier, mais bien plus un format. Il va parodier, mettons, le film d'exploitation avec Inglourious Basterds, le western avec Django Unchained, le film asiatique avec Kill Bill. Puis son but, c'est rarement l'hommage, mais bien plus rire d'une manière sophistiquée de quelque chose qui a malgré tout fait sa marque dans l'histoire du cinéma. Puis si on considère que The Hateful Eight, à la base, était une pièce de théâtre, son but était donc de faire une parodie du théâtre. Et plus particulièrement du théâtre d'été comme on voit ici. Tu sais, quand c'est genre l'histoire d'un petit couple qui est en péril, puis là, shenanigans et wackity schmackity doo. Ben imaginez Quentin Tarantino écrivait une pièce comme ça, mais à la Tarantino, évidemment. Donc on prend une histoire qui serait supposée être
pris au sérieux, puis il rend vulgaire, gore, immature, et tout ça dans le but de parodier le théâtre d'été qui est vulgaire et immature. Pour la plupart, là, choquez-vous pas les théâtreux. Là. Les décors sont à la fois minimalistes et détaillés, ce qui est assez incroyable. L'éclairage, c'est du bonbon. Les personnages qui crient comme des défoncés, comme les pires acteurs de théâtre qu'on peut voir qui vont essayer de projeter leur voix en criant comme des malades. Et le fait est que tu vas quand même rire tout le long. Parce que c'est une pièce de théâtre d'été, donc faut rire à quelque part. Puis malgré ça, il y a des scènes tellement intenses, tu vas être bouche bée devant le film, tu pourras plus bouger parce que tu vas juste boire les paroles des personnages. C'est un sans faute de la part de Tarantino, puis un de ses meilleurs films depuis des années. Donc voilà, c'est ce qui termine mon top 25 des meilleurs films. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller voir le top 25 des pires films. Et si vous l'avez déjà vu, ben, vous pouvez aussi aller voir mon Fantasy Draft des Oscars et des Razzies. Je révèle les gagnants. Donc à la prochaine, bye bye!